Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques, mais surtout financières dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur la robustesse de l'économie européenne selon les statistiques qui nous parviennent en ce début d'année. Les indices PMI tout d'abord mettent en avant une croissance de l'activité en zone euro tirée par le secteur des services notamment, tandis que le secteur manufacturier est lui un petit peu plus à la traîne. Les indicateurs de confiance montrent également un certain optimisme de la part des décideurs économiques. L'indice ZOO du sentiment économique continue à progresser en Allemagne, tout comme l'indice IFO du climat des affaires qui affiche lui aussi une progression en France et en Allemagne. Un contexte rassurant sur la santé de l'économie européenne en ce début d'année, mais qui pourrait alimenter un scénario de durcissement de politique monétaire de la BCE qui aurait en quelque sorte les coups des franches pour continuer ces hausses de taux. Sur ce sujet, les déclarations des gouverneurs de la BCE se succèdent. Si Isabelle Schnabel laissait entendre il y a quelques jours que les marchés étaient trop optimistes vis-à-vis de l'inflation, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, estime lui que les marchés voient peut-être à présent, depuis jeudi dernier, un peu trop haut en matière de hausse de taux. Une question que nous nous poserons en plateau bien sûr et que nous transposerons également aux États-Unis avec la publication ce soir des minutes de la Fed. Nous aborderons également la saison des résultats prolifiques cette semaine avec 9 entreprises du CAC 40 qui dévoilent leurs résultats. Si Danone affiche la plus forte progression de l'indice avec un chiffre d'affaires en hausse mais un bénéfice net divisé par 2, Stellantis se distingue avec la publication d'un bénéfice net record pour 2022 à 16,8 milliards d'euros. Au-delà du chiffre pour Stellantis, nous reviendrons en plateau sur l'interprétation que l'on peut faire de cette saison des résultats. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous nous demanderons comment intégrer la préservation de la biodiversité dans ses placements. Une question que nous aborderons avec Yannick Waknin, responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. A tout de suite. Et on commence tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, c'est une journée morose pour le CAC 40. Oui, une journée morose, mais on remarque cependant que depuis 1 heure à peu près, l'indice réduit ses pertes s'il fait preuve de prudence à l'approche du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, dont la publication est prévue à 20h ce soir. Il semble trouver du réconfort dans les propos de James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis. Il a annoncé ce mercredi sur CNBC rester partisan d'un relèvement du taux des fonds fédéraux à 5,375%, soit un effort supplémentaire de 75 points de base. Sur le plan des indicateurs à présent, Alix, au mois de février, l'indice IFO ressort en hausse. Oui, l'indice, le climat des affaires s'est amélioré en Allemagne. L'indice publié par l'Institut IFO a progressé à 91,1 points contre 90,1 en janvier. Toujours en Allemagne, l'inflation est confirmée en données harmonisées de l'Union européenne à 9,2% sur un an en janvier après 9,6% en décembre. Et alors dans l'actualité des banques centrales, Alix, on retient les déclarations de François Villeroy de Galhau au sujet de la BCE. Déclarations selon lesquelles les marchés se sont un peu trop emballés dans leurs prévisions de hausse de taux. Le gouverneur de la Banque de France estime qu'il y a eu, je cite, un excès de volatilité sur les anticipations de taux terminal. Autrement dit, les marchés ont un peu surréagi depuis jeudi et d'ajouter, nous ne serons en aucune manière obligés de relever les taux à chaque conseil des gouverneurs d'ici à septembre. Nous sommes déjà en territoire restrictif avec un taux de dépôt à 2,5% et a fortiori quand il aura atteint 3% en mars. Actualité des entreprises à présent, Danone fait face aux effets de l'inflation. Sur l'exercice 2022, Danone a perdu la moitié de son bénéfice net. Son départ de Russie a entraîné une dépréciation de 500 millions d'euros en 2022 et coûtera, selon Danone, 500 millions d'euros supplémentaires en 2023. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7,8% en comparable. L'effet prix compte pour 8,7% dans ses résultats. La marge opérationnelle a diminué de 161 points de
de base à 12,2%, son niveau le plus bas en 10 ans. Et puis Danone prévoit une croissance de ses ventes de 3 à 5% en 2023, avec une amélioration modérée de sa marge opérationnelle courante. Ce serait la première amélioration de sa rentabilité depuis 2019. En bourse, son titre caracole en tête du CAC. Et on reste dans les actualités entreprises toujours, Alix, avec Stellantis. Stellantis, qui on le disait tout à l'heure, publie des résultats opérationnels records. Et oui, des résultats qui tiennent bon, et ce, malgré les crises qui s'enchaînent dans le secteur automobile. Grâce à ses 14 marques, le groupe enregistre une marge opérationnelle courante de 13% en 2022. Stellantis a engrangé un chiffre d'affaires en hausse de 18%. On retient également que le groupe entend vendre 5 millions de véhicules électriques chaque année d'ici 2030. Voilà, c'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière dans Smart Bourse ce soir. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Christian Parizeau. Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Vous êtes le président d'Altair Economics. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Hervé Gouletker. Bonjour Hervé Gouletker. Bonjour Nicolas. Vous êtes Senior Economic Advisor chez Accuracy et nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour Nicolas. Vous êtes chef analyste chez IG. On va peut-être commencer avec vous, Christian Parizeau. On va évoquer le sujet Europe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Europe. Il y a la surperformance des marchés européens. On peut parler de la résilience de l'économie européenne, des inquiétudes vis-à-vis de la BCE, notamment avec les différentes prises de parole des gouverneurs de la BCE. Je voudrais commencer par le sujet marché. Alors, jeudi dernier, le CAC 40 inscrit un plus haut historique. Depuis, on sent une respiration, une détente un petit peu sur cet indice. Pour autant, voir un indice parisien qui affiche un nouveau plus haut alors que les indices américains et le reste des indices européens, même s'ils sont eux aussi dans une performance plus marquée qu'aux États-Unis, donc un indice parisien qui fonctionne un petit peu mieux que le reste des indices. Est-ce que ça marque un moment européen, un momentum européen aujourd'hui pour les marchés financiers ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent cette surperformance du CAC. Il y a un premier élément qui est lié à sa composition. Tout bêtement, d'accord, oui. C'est avant tout la victoire du luxe, le secteur du luxe qui a pas mal soutenu l'indice parisien plus que d'autres indices, notamment que l'indice allemand. Donc ça joue de manière assez importante. Il y a une logique peut-être de flux, de retour des flux vers les fonds européens. Le meilleur exemple, c'est on a eu la semaine dernière les statistiques de l'EPFR Global qui nous donnent les flux qui vont dans les fonds et on s'aperçoit qu'on a une grosse décollecte sur les actions globalement. On est en décollecte sur les actions américaines, ce qui est quand même assez rare, surtout sur l'année dernière où on avait vu véritablement un appétit des investisseurs pour les actions américaines. Et par contre, on voit l'Europe qui reste en collecte nette. Donc globalement, il y a bien une repondération dans les portefeuilles des investisseurs internationaux de l'Europe. Alors, c'est lié parce qu'il y a encore 3 mois, c'était la fin du monde en Europe. C'était la crise énergétique. On allait arrêter toute activité économique. Donc, forcément, les gens ont beaucoup sous-pondéré l'Europe. Et on voit que, naturellement, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des incertitudes, qu'on n'a pas forcément une grande visibilité. Mais on a un petit mouvement un peu mécanique de repondération de l'Europe. Et puis, avec cette surperformance, je pense que peu d'investisseurs anticipaient de l'Europe sur les États-Unis. Du coup, il y a un peu un effet rattrapage. Je pense que les investisseurs internationaux sont un petit peu sous-pondérés en Europe. Donc, ils essayent de rattraper un petit peu ce retard. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments un peu techniques qui expliquent ces éléments-là. Alors, après, derrière ça, faut être honnête, on a eu aussi des statistiques qui étaient plutôt bonnes en Europe, entre guillemets, par rapport au scénario qu'on avait. Et pas plus tard que cette semaine, on a quand même eu les enquêtes de S&P Global, les enquêtes PMI, qui étaient plutôt positives sur le mois de février, avec un gros bémol que je mettrais quand même. Attention, mais ça c'est vrai en Europe, aux États-Unis, on sent qu'il y a une amélioration des enquêtes, mais qu'il y a une amélioration qui me gêne un peu. C'est une amélioration un peu technique des enquêtes qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a une amélioration des chaînes d'approvisionnement. Comme on a une amélioration des chaînes d'approvisionnement, il y a moins de pression sur les coûts des entreprises, donc ça c'est plutôt positif. Bon, elles continuent à monter leur prix de vente, donc il y a quand même un effet marge qui est plutôt positif, et on produit plus, puisque on a les pièces détachées, sûr, et donc et un petit peu moins cher du coup. Alors on produit plus
pas forcément en prix de vente parce qu'on voit que les composantes, alors ça recule un petit peu, mais ça monte moins vite, on va dire. Mais on a quand même un effet assez positif lié pour les marges actuellement. Mais c'est un peu un regard dans le rétroviseur. Parce que pourquoi ? Parce qu'on est en train aujourd'hui de réduire les carnets de commandes. On profite finalement de cette demande qu'on n'a pas pu honorer au cours des mois précédents, qu'on peut de nouveau honorer grâce à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Mais derrière, moi, ce que je trouve toujours très inquiétant, que ça soit en Europe, aux États-Unis et dans de nombreux pays, c'est que la partie nouvelle commande, elle, reste assez mal orientée, reste en contraction, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un dégonflement des carnets de commandes. Alors, ils avaient tellement gonflé, on avait tellement eu de commandes non honorées que c'est pas encore dramatique, mais on a quand même cette fragilité qu'on observe en Europe et aux États-Unis et qui milite quand même pour la prudence. Mais encore une fois, parmi tous ces éléments, entre les éléments techniques, les éléments un peu de flux, c'est vrai qu'on a eu un début d'année assez exceptionnel pour la bourse européenne. Est-ce que pour autant, il faut le voir comme une parenthèse justement due à la pondération de l'indice ou aux éléments techniques, ou est-ce qu'on peut se plaire à imaginer peut-être une dynamique européenne pour le début de l'année 2023 ? Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment deux histoires différentes entre l'économie américaine et l'économie européenne en termes de tension, en termes d'impact Covid. Alors, il y a toujours des écarts de croissance potentielle, mais je veux dire, il n'y a pas une économie qui va très mal, une économie qui va très bien. Donc, je pense que... Non, mais par contre, on nous a souvent vendu l'histoire d'une économie qui se remettait un petit peu mieux aux États-Unis, une économie à la traîne en Europe. Oui. Est-ce que, ça, c'est un trimestre sur l'autre, et puis on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas véritablement... Moi, je parle vraiment de désynchronisation de cycle. On serait véritablement en Europe en récession et aux États-Unis, tout irait bien, ou inversement. Je ne crois pas du tout à une désynchronisation. Donc là, on se fait un peu plaisir parce qu'encore une fois, on était sur des scénarios très noirs sur l'Europe. Vous avez qu'à reprendre les papiers qui étaient écrits encore l'année dernière où c'était véritablement très négatif. Donc on est agréablement surpris. On a eu des indicateurs économiques qui étaient supérieurs au consensus, donc ça a plutôt soutenu l'activité. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, c'est pas non plus la catastrophe économiquement, donc ça va un petit peu aussi modérer les arbitrages. Et encore une fois, je pense qu'il y a une grosse logique de flux et on n'est pas en train de réécrire une histoire totalement différente entre l'Europe et les États-Unis pour les prochains mois. Encore une fois, c'est plus... je ne parle pas en termes de croissance potentielle, il y a une plus de croissance aux États-Unis, il y a une croissance plus forte tendanciellement aux États-Unis, mais je parle véritablement en termes de cycle. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur une désynchronisation qui justifierait véritablement des arbitrages durables favorable à l'Europe ou pas, qui justifierait vraiment des écarts très importants de performance. Hervé Goulet-Quer, si on écoute les différents gouverneurs de la BCE, on a ce sentiment que les marchés européens se trompent. Alors parfois, ils se trompent vis-à-vis de la décélération de l'inflation, où on entendait François Villeroy de Galhau nous dire qu'il se trompait finalement sur les taux terminaux de la BCE. Quel est votre sentiment vis-à-vis du sentiment des marchés sur l'économie européenne ? En fait, je crois que les marchés ne savent pas très bien ce que la Banque centrale européenne fera au-delà, je dirais, de l'annonce de mars qui a été guidée. Oui. Et les gens de la Banque centrale européenne ne savent pas bien non plus. Donc en fait, je pense que ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Et ce qu'il faut retenir des anticipations de marché en matière de taux directeur de la BCE, mais on pourrait dire pareil sur la Fed américaine, c'est que en fait, il y a de la volatilité et il ne faut pas surinterpréter cette volatilité. Donc avant, les marchés, on le disait comme ça, étaient un peu en dessous par rapport à l'idée qu'on se faisait de la vision de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, c'est un peu au-dessus. Tout ça, ce sont des oscillations. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas vraiment fichu de dire quel sera le profil des prix à l'horizon des prochains mois d'abord et au-delà ensuite. L'inflation aujourd'hui, c'est un peu un génie qui est sorti de la bouteille. Ça nous a surpris, on pensait que l'inflation était toute stable et puis là, avec tous les chocs que l'on a pris, elle a accéléré très fortement. Est-ce qu'elle est en train de ralentir ? Oui, non. Oui, si on regarde les indices d'ensemble. Non, si on regarde les noyaux durs. Alors après, on peut entrer dans plein de détails et expliquer pourquoi il en est ainsi. Mais en fait, comment on va extrapoler ça demain ? On ne sait pas répondre. Il y a des conditions d'offre, il y a des conditions de demande. Du côté de l'offre, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a des marchés du travail tendus, et ça, c'est pas très bon en termes de salaire, et surtout, et ça, on n'insiste pas assez là-dessus, on a aujourd'hui un profil de la productivité qui est juste très mauvais. Et comme ce qui fait
le noyau dur du noyau dur des prix, c'est l'évolution des coûts salariaux unitaires, les salaires dont on retranche la productivité. Là, on a une difficulté, et ça, on l'observe aujourd'hui. Comment on sait peut-être un peu penser les salaires demain. On ne sait pas du tout penser la productivité demain. Donc en termes d'offres, on ne sait pas bien. Puis du côté de la demande, avec ce qu'on dit sur l'offre, vous êtes une banque centrale et vous vous dites, si vraiment je veux remettre le génie de l'inflation dans la bouteille, il va falloir que je sois dur, parce que vaincre l'inflation de façon tranquille lorsqu'on a des taux de chômage historiquement bas, c'est l'Europe. Très bas, ce sont les États-Unis. C'est juste assez compliqué. Donc en fait, on sait faire un diagnostic, voilà, ça se passe comme ça, pour une banque centrale. Après, qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi, j'ai envie de dire, puisque son mandat, c'est ramener l'inflation autour d'une cible, il y a un biais plutôt à ce que ça soit plus dur que ce que le marché pense. Donc aujourd'hui, il se met plutôt sur ce bord-là, et je crois qu'il a raison. Moi, je ne suis pas certain du tout que pour ramener l'inflation dans la bouteille, on puisse le faire comme ça, avec juste un ralentissement de la croissance, et puis jamais il y aura de recul de la croissance. Je pense que c'est, en temps normal, déjà difficile à faire, avec une inflation qui a surpris tout le monde et un marché de l'emploi tendu. Moi, je pense que c'est encore plus dur. Donc, est-ce que les banques centrales vont en faire trop ? J'en sais rien, mais l'inclinaison, selon moi, c'est d'aller de ce côté-là. Donc, entre Schnabel et puis notre Villeroy de Gallo national... Vous êtes plutôt côté allemand. C'est pas que j'ai envie d'être du côté allemand, mais il me semble que le diagnostic qu'on doit faire de la réalité aujourd'hui donne plus de sens à ce que dit Mme Schnabel. C'est peut-être un peu tôt pour se poser la question, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'il est envisageable de revoir ce taux cible d'inflation à 2% si effectivement on voit que l'économie se maintient et qu'il faudrait que la BCE monte drastiquement ses taux, réduise drastiquement sa politique monétaire pour retourner vers un objectif d'inflation cible à 2%? Alors, il y a d'abord des questions juridiques, institutionnelle. En Europe, ça sera extrêmement compliqué. Faudrait revoir les textes qui forment l'Union européenne. À mon avis, personne n'a envie d'entrer dans cette logique-là. Et même si la BCE allait frapper à la porte de Bruxelles en disant « Coucou, j'ai une superbe idée », Bruxelles lui dirait « Vous avez vu tous les problèmes qu'on a à régler, celui-là, il viendra derrière ». Du côté américain, c'est plus facile parce que finalement, c'est à l'initiative de la Fed, donc elle pourrait. Ça c'est pour... est-ce que c'est possible ou pas institutionnellement ? Après, on peut vouloir remplacer le 2, mais il faudrait qu'on sache par quoi remplacer le 2. Or, on l'a dit, aujourd'hui, quel sera le point d'atterrissage de l'inflation face à un monde économique qui est en train de changer ? Mais l'ampleur du changement, on ne le sait pas. C'est très compliqué. Moi, je pense que si on voulait faire quelque chose en disant « il faut qu'on bouge », on dirait « j'ai 2%, je mettrai une fourchette autour de 2% en disant, bon, finalement, je ne vais pas marque-bouter sur 2, je vais dire c'est 2 avec une marge de manœuvre qu'il faudrait déterminer. Un horizon de temps en disant, je me donne tant de temps pour être dans cette fourchette, mais on voit que c'est quand même quelque chose qui est compliqué, non pas à exécuter, mais à vendre au public, à vendre au marché. Donc, face à tous ces défis, toutes ces difficultés, moi j'ai l'impression que les banques centrales, pour le moment, vont dire « j'ai un mandat, je m'y tiens ». Alexandre Baradez, sur ce sujet, alors si on reste sur le sol européen, alors effectivement on peut faire des parallèles avec les États-Unis, notamment que les minutes de la Fed, donc liées à sa dernière réunion de politique monétaire, sont publiées ce soir. Mais si on reste tout d'abord sur le sol européen, comment est-ce que vous voyez cette situation, ces indicateurs économiques qui sont plutôt positifs pour ce début d'année, ces marchés qui oscillent entre optimisme et pessimisme, disons-le parfois, même si on affiche une surperformance en ce début d'année? Comment est-ce que vous analysez la situation? La situation, c'est celle-ci, c'est celle d'une situation qui était noirâtre fin septembre, début octobre, donc des marchés qui tapaient leur plomb bas à ce moment-là, et puis des choses qui ont commencé à arriver, pic inflation aux États-Unis, qu'on a commencé à voir se faire, la Chine un peu plus tard, fin octobre, qui commence à parler de déconfinement, donc le deuxième vecteur de stress qui commence à s'évaporer tranquillement, et puis après des questions géopolitiques, là le prix du gaz qui est aussi revenu sur des niveaux, 50 € le mégawattheure, c'est plus les 300 de l'été dernier, c'est pas encore les 15-20 qu'on avait avant 2020 on va dire, mais c'est des niveaux qu'on avait déjà en 2021 sur le gaz par exemple avant l'invasion de l'Ukraine, mais lié là aussi
il y a des problèmes un peu logistiques aussi, de forte demande d'un post-Covid. Donc il y a quand même des choses qui sont normalisées, mais ça, effectivement, le marché qui part d'un point noirâtre à un point d'optimisme tel qu'on a actuellement en Europe, c'est là pour moi, il y a un peu de marge à avoir. Et c'est vrai que les dernières statistiques, on voit qu'il y a effectivement un coup de barre à droite, quand même, du côté de la BCE, du côté un peu plus hawkish. Et c'est vrai qu'Isabelle Schnabel, si on regarde un peu son parcours, ça a rarement été une voix archi-faucon de la BCE. C'était plutôt, généralement, la voix un peu consensuelle, celle qui donnait un peu le là que pouvait avoir Christine Lagarde dans ses déclarations ensuite. Et c'est vrai qu'elle a un peu surpris son monde la semaine dernière, avec des déclarations où elle intégrait dans ce côté un peu plus hawkish la question des salaires, notamment. Elle dit voilà, que la trajectoire des salaires, c'est ça qui ne la rassure pas vraiment. Et les projections de la BCE en termes de salaire, c'est ça qu'on arrive dans des zones désormais de 4% et un peu de-delà. 4%, c'est ce qu'on a aux États-Unis actuellement. On était monté un peu au-delà de 5 il y a quelques mois. Là, on est encore à 4,3 ou 4,4. Donc, on retrouve des niveaux de progression de salaire qu'on a actuellement aux États-Unis. Et ce qui nous est arrivé, c'est 4% de progression de salaire. Si on a ça 1, 2, 3 ans, avoir une inflation à 2%. Bien sûr, ça va être compliqué. Salaires, ça va être compliqué, sans parler de spirale ou autre, mais juste d'effet. Donc, on planerait parce que phénomène de population active aussi qui est moins importante. Les thèmes de l'immigration, d'ailleurs, qui vont revenir, je pense, dans le débat assez rapidement. Ça va être concurrence mondiale maintenant pour l'immigration, c'est qui va attirer les talents dans les économies développées. Donc ça c'est des thèmes qui sont là pour rester. Et du coup, on voit bien que je pense que la BCE, comme la Fed d'ailleurs, au même moment d'ailleurs, c'était la semaine dernière, il y a eu 2 faucons de la Fed, Mester et Bullard qui ont parlé, et Schnabel, je crois un petit peu avant ou un petit peu après, et de manière assez synchronisée, je trouve. Et ça, c'est pas par hasard. Hein. Quand on a d'un seul coup comme ça une communication qui vient après des chiffres assez costauds, c'est plutôt un signal qu'on verra peut-être ce soir dans les minutes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la partie service, c'est celle qui celle qui tient bien. Aux États-Unis et en Europe, ce matin, les PMI ils ont montré quoi ? Que la partie manufacturière dans plusieurs pays est toujours contractée. Donc on voit cette contraction qui est partout aux États-Unis. Les PMI manufacturiers aux États-Unis toujours contractés aussi. Mais les PMI services reviennent dans le vert côté US, de peu, 50 et quelques. Et en Europe, on y est bien maintenant, 52, 53, je crois, pour la France. Donc ça montre bien qu'il y a une demande qui est toujours présente. Mais ça veut aussi dire, du coup, que le problème des inflations qu'on a, de l'inflation qu'on a dans les zones développées, c'est l'inflation surtout via les services. En fait, l'inflation des biens, elle a été dégrossie et elle contribue moins à l'inflation globale désormais. Et tout le monde dit que c'est l'inflation, notamment aux États-Unis, des services qui pose problème. 2 tiers de l'économie US, c'est du service. L'inflation à 7% encore dans les services aux US. Et on voit qu'en Europe, ça devient un sujet parce qu'on voit tous ces effets de base sur l'énergie qui commencent à être transcrit dans l'inflation, qui reste assez élevé, parce qu'aussi dans les services, ça persiste. Et c'est là qu'effectivement, je crois avec Hervé, je pense qu'on n'aura pas trop de marge au niveau du discours des banquiers centraux. Et je trouve un peu curieux les propos de Villora ce matin. Voilà, je trouve que ça vient, c'est un peu à contresens de ce qu'on entend depuis une bonne semaine. Et justement, on a l'impression qu'il a voulu calmer un peu les anticipations de marché. Au contraire, elles étaient plutôt correctes. Anticiper un taux final un peu à 3,50, c'est pas délirant pour la zone euro quand on a encore une inflation à plus de 8. Et du côté des États-Unis, on voit que sur les probabilités, sur les 3 prochaines réunions, donc jusqu'en juin, on a dépassé le cap des 50%. Donc côté US aussi, on absorbe l'idée qu'on aura effectivement encore au moins 3 hausses de 25 points de base. Ça, j'en suis pas convaincu, mais les membres de la Fed ont réussi à réinstiller cette idée dans le marché. Du coup, les conditions financières se redurcissent un petit peu. Bien sûr. Et on voit que sur l'immobilier, ça se traduit d'un chiffre qu'on a aujourd'hui. On voit que les taux de crédit hypothécaire aux États-Unis, depuis 2 semaines, ils se redressent un petit peu. Donc ça, c'est volontairement fait de la part de la Fed. Et je pense qu'en Europe, on veut un peu amener les marchés à raisonner un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des divergences massives. En gros, juste sur les activités de marché actions, les US ont corrigé 5-6% depuis leur sommet de début février. En Europe, on est sur une correction d'à peine 2%. Donc, on voit qu'en Europe, ça n'imprègne pas sur la question des taux. C'est-à-dire que le marché obligataire pense qu'il y aura quelque chose, le marché action n'y croit pas trop. Et il y a ce décalage, même la Chine, par exemple, qui avait beaucoup repris. Vous regardez des indices type Hang Seng, par exemple, il a lâché, il est revenu sur les niveaux quasiment de début janvier. Alors même que le CAC, via le luxe, joue la thématique Chine, même les indices chinois sont moins, semble-t-il, confiants que les indices européens. Mais alors, c'est intéressant, vous allez dire que je suis peut-être un petit peu chauvin avec le CAC 40, mais finalement, cette surperformance du CAC 40, elle est presque interprétée comme une erreur, quelque part, ou comme un manque de compréhension du contexte économique global ? Non, moi je ne pense pas, parce que la vue moyen terme, je pense qu'elle reste quand même plutôt optimiste. Hein. Le fait comme ça d'avoir pricé des scénarios extrêmement noirs et de passer sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, c'est justifié par les pics d'inflation, par l'énergie qui retombe, etc. Mais la géopolitique n'a pas complètement disparu. L'aspect Chine, la vitesse de réouverture, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est une réouverture assez dans les services. On voit via les PMI, la partie manufacturière, les dernières stats montraient un PMI à peine à 50. Et encore, la mesure de l'État chinois, je crois, était un peu en dessous de 50. Ou inversement, il y avait une des deux mesures qui était légèrement sous 50 et l'autre à peine à 50. Donc ça veut dire que l'appareil industriel, quand même, le poumon de la Chine, il redémarre quand même assez mollement. Et même les chiffres de balance commerciale chinoise, c'est assez moyen. On a par contre eu des chiffres extrêmement forts sur le crédit. On voit que les nouveaux prêts en yuan, niveau record, on est le mois dernier. Et d'ailleurs, la Banque centrale chinoise a appelé les banques du pays à faire un peu attention, à ne pas aller trop vite non plus. Donc, ça, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que le fait que la Banque centrale dise n'y allez pas trop fort sur le crédit, c'est pour ne pas risquer une nouvelle vague inflationniste ou autre ? Je ne sais pas. Est-ce que donc les autorités sont suffisamment confiantes sur le degré de reprise de la Chine ? Mais
pour répondre à votre question, ça, c'est net positif que la Chine réouvre. Même s'il y a un peu d'effet inflation à un moment donné, c'est quand même net positif. On ne peut pas dire que ce sera plus dangereux qu'une économie confinée. Donc pour ça, les analystes européens, je pense qu'il ne faut pas les jouer à la baisse durablement. Le seul truc, moi, qui me gêne, c'est qu'on voit des comportements de marché US, Chine et Europe qui, depuis maintenant un mois et demi, sont quand même assez, je ne dis pas décorrélés, mais divergents. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'un CAC ou un DAX qui lâcherait 5-6%, un peu plus, ce ne serait pas une anomalie de marché, vu qu'on a la même chose aux États-Unis et en Chine. Bon, alors, la Chine, on va en parler, mais on va quand même évoquer rapidement ces minutes de la Fed, Christian Parizeau, qui sont publiées ce soir. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Sachant que depuis la dernière réunion de politique monétaire, on a déjà eu beaucoup de statistiques. On a une idée peut-être du rapport de force entre les gouverneurs Faucon ou Colombe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces minutes, Christian Parizeau? Je dirais que ce qui est certain, c'est qu'il faut voir, c'est que ça a été, ces minutes et cette réunion a été faite au moment où on avait un décalage entre les anticipations de marché et ce que voulaient faire passer les banquiers centraux en termes de remontée des taux, d'ampleur, et surtout ils voulaient effacer le fait que les marchés anticipaient très rapidement une baisse des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Donc il y avait un vrai décalage de discours qui s'est quand même pas mal effacé depuis. Ils sont intervenus de manière assez importante pour essayer de calmer ces anticipations. Donc moi j'aurais tendance, c'est toujours difficile de prévoir, mais si j'avais un biais à donner, ce serait plutôt un biais plutôt Faucon, parce qu'ils ont voulu sûrement retranscrire dans leur débat plutôt le fait que le discours de la Fed ne passait pas suffisamment, n'imprimait pas suffisamment sur le marché obligataire. Après, sur le fond, ça a été dit, je pense que c'est vrai pour la BCE, c'est vrai pour la Banque centrale américaine, on n'a pas énormément de visibilité. Monsieur Powell s'interrogeait encore lors de la conférence de presse à l'issue de cette réunion. Il disait, est-ce qu'il est possible qu'on ait un simple ralentissement sans avoir de dégradation du marché du travail? Et donc, ça serait merveilleux, on aurait l'inflation qui se calmerait et on serait dans le scénario formidable, pas de dégradation du marché du travail, petit ralentissement économique et l'inflation. Donc ça reste un scénario. Voilà, ça reste un scénario. Il a dit c'est possible maintenant et la majorité des membres pensent qu'il va peut-être falloir appuyer un peu plus sur le frein. Et je pense que ce qui pourrait ressortir dans les minutes à vérifier, c'est peut-être le fait que les conditions financières sont largement détendues sur le mois de janvier. Je vous rappelle, c'est des minutes du début février. Bien sûr, bien sûr. On voit les taux remonter un petit peu récemment, mais c'est très récent. On va juste connaître la teneur des discussions avant la décision. Donc, faut rappeler qu'on était sur un mois de janvier particulièrement porteur, avec un fort rebond des indices boursiers, avec une nette détente des taux longs, et ce qu'on a vu immédiatement, le marché immobilier qui commençait à se stabiliser. Alors, je ne vous dis pas que c'est le grand boom immobilier, mais on voit que le marché reste très très sensible. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de membres aussi qui vont s'être inquiétés sur le fait que le marché allait trop vite, offrait des conditions financières entre guillemets accommodantes, c'est un peu dans leur terminologie, c'est-à-dire qu'en gros, ça relançait l'économie trop vite à un moment où on n'avait pas encore véritablement vaincu l'inflation. Donc si j'ai un biais à donner, c'est plutôt un biais avec un discours plutôt Faucon pour un peu calmer un peu ces anticipations. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils vont remonter les taux, casser la croissance, etc. Mais là, ils étaient à mon avis assez mal à l'aise par le comportement des marchés sur le mois de janvier. Si on regarde l'obligataire aux États-Unis, la remontée des taux longs, donc de la courbe des taux, qu'est-ce que ça nous indique, Christian Parizeau? C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'inversion de la courbe des taux aujourd'hui, elle est très très importante. Alors on pourrait dire, ça veut dire que historiquement, ça traduit des hypothèses de récession, des hypothèses assez négatives. Maintenant, ça peut aussi traduire des hypothèses de très forte désinflation. C'est-à-dire que si vous me dites que l'inflation reste forte à un horizon 1 ou 2 ans et que très rapidement on revient à 2, il n'y a aucune raison que la courbe des taux soit très pentue, que les taux longs soient nettement supérieurs aux taux courts. Donc il y a peut-être des anticipations très fortes de désinflation qui étaient intégrées à travers cette courbe, ce qui peut corriger un petit peu parce que je pense que le marché est un peu parti un peu vite sur le scénario de désinflation, sachant qu'on va avoir une désinflation, mais d'une part elle ne sera pas linéaire, elle ne sera pas en ligne droite, et puis d'autre part on peut se dire que l'inflation pourrait se stabiliser à un niveau nettement supérieur à l'objectif de la Banque centrale dans les prochains mois. Donc on peut avoir quand même des petites corrections là-dessus. Donc déjà il y a... Et donc on revient sur ce questionnement peut-être de taux cibles revus par la Fed. De taux cibles, d'incertitudes. Ce qui est certain aujourd'hui, à mon avis, on est dans la période la plus inconfortable. D'accord. On ne sait pas finalement où va très bien l'économie parce qu'on a encore une économie qui est très brouillée par plein de facteurs un peu techniques, effet de stock, le fait que les entreprises ne veuillent pas licencier parce qu'ils
qu'ils ont peur de ne pas pouvoir recruter ensuite. On est sur quelques annonces de licenciements d'entreprises cotées, mais ça reste encore assez marginal et on ne le voit pas dans les chiffres de l'emploi. Donc voilà, on sent qu'on est encore dans une lecture très difficile de l'économie et je pense qu'on n'a pas de visibilité aujourd'hui très forte sur la croissance. La seule chose que j'aurais tendance à dire, c'est que le scénario de janvier sur lequel s'est attaché ce qu'on appelle le scénario boucle d'or, pas de récession, mais pas trop de croissance, c'est quand même le scénario le plus improbable, quoi. C'est en gros la soupe tiède, c'est vraiment celle qu'on aura véritablement qui a la plus C'était le probabilité. scénario de Noël et maintenant c'est terminé. Voilà. Alors soit on va vers un risque véritablement de surchauffe et qu'on poursuit sur une inflation forte, notamment dans les services, puisque c'est un secteur qui est protégé et qui n'est pas soumis à la concurrence. Et donc là, on aura la Fed qu'il va falloir qu'elle frappe de manière très forte et qu'elle fasse véritablement baisser les tensions salariales. Soit on va vers un scénario où les entreprises n'ont plus la capacité de relever leur prix de vente parce que le consommateur n'accepte plus ces hausses de prix. Et à ce moment-là, c'est un pincement de marge. Qui dit pincement de marge dit forcément à un moment donné restructuration, licenciement et baisse des investissements et donc ralentissement économique. Mais je ne vois pas comment on peut se sortir le scénario magique où on aurait finalement cette inflation qui disparaîtrait un peu comme par magie et puis pas de ralentissement économique sévère et puis tout va bien, tout le monde est heureux. C'est quand même le plus improbable qu'on puisse faire. Ça serait une conjonction des planètes. Alors, est-ce qu'il faut parier sur le scénario le plus improbable? C'est un peu ce qu'a joué le marché en janvier, ce qui veut dire que février-mars va être encore un peu houleux sur les marchés, à mon avis. Hervé Goulet-de-Quer, le scénario Goldilocks, finalement, c'est derrière nous aujourd'hui? Écoutez, ça me paraît très sain qu'il soit mis derrière, parce que jouer à la fois le maintien d'un taux de chômage très bas et d'une inflation qui ralentit, ça ne s'est pas vu historiquement. Sachant que même dans un contexte où on aurait un marché de l'emploi moins tendu, réussir à un moment de resserrement de la politique monétaire, un soft landing, donc un atterrissage en douceur de l'économie, ça arrive très peu. C'est pas le scénario normal. Et je pense que le marché s'est un peu trompé en disant « ça y est, je vois le bout de la hausse des taux, c'est juste là et ça va baisser derrière ». Alors ça a créé le rallye sur les actions que l'on connaît, mais une fois encore, l'histoire ne nous raconte pas ça. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est très spécial, on ne sait pas très bien où on en est, mais justement quand on ne sait pas très bien, il faut mieux se raccrocher au message envoyé par l'histoire. Le message envoyé par l'histoire, c'est quand on est vraiment au sommet des taux d'intérêt à court terme qu'on a l'inflexion haussière de la bourse. Là, on a quand même vachement anticipé, et en anticipant beaucoup, on n'a pas facilité le travail des banques centrales, parce que les banques centrales ont besoin du durcissement des conditions financières pour aider au ralentissement en douceur, en espérant que ça ne soit pas plus dur que ça. Et en fait, je pense que le marché s'est un peu emmêlé les pieds entre tous les éléments, en fait, est parti trop vite. Et donc, je pense que si, aujourd'hui, on avait un peu un rappel à la réalité sous forme, sur le profil des taux, on ne sait pas bien encore et ça risque de remonter plus qu'on le dit, ça serait quand même plus sain. Et je pense que des marchés un peu à la cape pendant encore quelques petits mois, eh bien, ça faciliterait ce que l'on souhaite tous, c'est-à-dire qu'on arrive à recevoir des messages plus favorables en matière de profil des prix, sans qu'il y ait trop d'à-coups sur la croissance. Là, le marché, en jouant le mieux, je ne sais pas s'il joue le bien, quoi. Le mieux peut être l'ennemi du bien, et on en est un peu là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut revenir un peu sur terre, en sachant que c'est un atterrissage qui est compliqué, parce que le scénario boucle d'or, Christian le disait bien, le marché l'a retenu en scénario central à un moment où ça ne peut pas être un scénario central. Et je dirais que même méthodologiquement, aujourd'hui, face aux incertitudes nombreuses, on ne peut pas dire « je joue le scénario central et puis on verra ». En fait, tout investisseur doit se dire « ok, moi, je fais le pari que ça va aller dans ce sens-là ». Et finalement, face à l'incertitude, tous les paris peuvent être bons. Bien sûr, mais il faut aussi se parer
à droite se parer à gauche, hein, en disant, ben voilà, si c'est mieux, qu'est-ce que je fais? Si c'est moins bien, qu'est-ce que je fais? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une histoire stable. On va passer très vite d'une histoire à l'autre, et si on n'a pas réfléchi aux implications de ce passage d'une histoire à l'autre, on risque vraiment de se faire mal. Et donc voilà quoi. Ne raisonnons pas comme si on avait de la visibilité. On n'en a pas. Il faut avoir le comportement qui va avec. Eh ben, ça fait une transition toute trouvée pour me retourner vers vous, Alexandre Baradez. Il faut raisonner sans visibilité finalement dans les marchés qu'on connaît actuellement. C'est vrai que certains se posent la question de savoir si les performances sont pas déjà réalisées sur les marchés européens. La question est peut-être différente sur les marchés américains, mais il faut accepter cette idée qu'on n'a pas de visibilité et qu'on navigue à vue finalement. Oui, mais donc les marchés américains, je trouve qu'ils sont assez raisonnables dans leur comportement finalement. Vous regardez les gros indices américains. Alors, on sait qu'ils sont sensibles à la thématique croissance, donc le S&P, le Nasdaq, qui sont assez loin des sommets. Et puis là, depuis que les taux courts US ont commencé à repartir, c'est très très synchronisé. Hein. La fin du rebond sur les marchés, du rebond court terme sur les marchés américains, c'est le 2 février. C'est le jour où on passe sur des taux courts, on est à 4,03, 4,05 à peu près. On a commencé à la 4,10, 4,20, 4,30. Et tout de suite là, les indices américains ont commencé, même le Dow Jones, qui est un peu moins sensible à tout ça, part aussi à la baisse. Donc il y a une vraie fonction de réaction et de bonne corrélation, action par rapport à l'obligataire, ce qu'on n'a pas vu en Europe. Et je reviens sur les propos de Villeroy ce matin, quand il explique que, donc Villeroy de la BCE, il explique que les marchés pour prendre cette avis, ont surréagi par rapport aux dernières données sur la partie américaine ou autre. C'est pas le cas parce que vous regardez historiquement, quels sont les actifs qui montrent une anticipation par rapport au taux de banque centrale. Vous prenez, généralement, c'est le taux 2 ans qui est un bon repère côté US ou autre. En Europe, vous regardez le taux 2 ans allemand, par exemple. Vous le comparez au cycle des taux de la Fed, taux d'acteur de la Fed, taux principal, taux refinancement. Sur les 3 vagues de hausse de taux de la BCE depuis les années 2000, systématiquement, le taux 2 ans allemand est monté au-dessus, pendant quelque temps, du taux final de la BCE avant qu'elle baisse les taux, systématiquement tous 2 ans. À ce stade, on a un taux 2 ans, alors je l'ai pas regardé aujourd'hui, mais fin de semaine dernière, on était aux alentours de 2,90 à peu près, alors qu'on sait, Christine Lagarde l'a même redit la semaine dernière, on va aller à 3,50 en mars, c'est acté, et derrière, c'est est-ce qu'on ira un peu dessus, donc il faudrait au moins que les taux courts et le taux 2 ans allemand, enfin qui n'est pas si court que ça, mais ils soient au moins déjà allés une première fois à 3,50. Donc il faut écouter les messages, comme nous le dit Hervé Oui, c'est ça que je trouve un peu. Oui, c'est pour ça quand on dit le marché surréagit, non, au contraire, moi je trouve qu'il a la partie obligataire un peu sous-réagit par rapport finalement à l'intensité de l'inflation en zone euro et peut-être à la BCE qui a une guidance peut-être pas suffisamment bien affinée, mais ou alors ce serait une première depuis un cycle de plus de 20 ans monétaire au niveau européen que le taux 2 ans allemand ne passe pas du taux final de la BCE. Donc là, c'est vrai qu'il y a un décalage de 50 points de base au moins, et donc 50 points de base sur le marché action, vraiment, ça doit piquer un petit peu. Or, comme le taux 2 ans reste et les taux courts restent un peu en deçà du taux de la BCE, les marchés actions se disent, bon, on a l'impression que l'histoire européenne, on ne la vit pas de la même manière que les marchés américains par rapport à l'histoire américaine. Donc, qui aura raison? Alors, je ne vais pas faire trop long. Il y aura des signaux, par contre, qui vont être assez clairs. C'est que si les minutes de ce soir, par exemple, sont mi-hawkish, pas aussi hawkish qu'on les attend, mais allez, mid, ni hawkish ni dovish. Donc ça va un peu peut-être détendre un peu le marché, les taux risquent de partir. Et puis si après on a 2-3 chiffres qui vont dans le bon sens, emploi, par exemple, prochain rapport sur l'emploi, puis inflation Europe qui réattaque un peu à la baisse, alors que là il y a une espèce de plateau, à ce moment-là, ça veut dire que l'Europe a été résiliente, les marchés US ont baissé. Si les marchés US commencent à repartir et que l'Europe n'a pas pu se baisser, qu'elle repart, c'est un signe que ça va reprendre plus fort encore en Europe. Donc j'allais dire que le timing pour la correction de l'Europe, c'est maintenant ou jamais. Et là, on voit le créneau depuis une bonne semaine, 10 jours, ça plafonne un peu. Soit ça y va maintenant, et ça suit le mouvement US qui lui accélérait un petit peu. Si ça n'y va pas maintenant, que les US deviennent résilients et commencent à repartir, que les taux se détendent surtout, là, il n'y a aucune raison pour que l'Europe ne réaccélère pas dans la foulée. Ça aurait été du coup un signe de résilience de l'Europe. Voilà, donc il faut lire très attentivement ce soir les minutes de la Fed. Et le comportement des taux. Bien regarder le comportement des taux courts, c'est eux qui drivent le marché depuis quelques temps. Il nous reste 5 minutes. Christian Parizeau, on a évoqué tout à l'heure le sujet Chine avec Alexandre Baradez, cette réouverture de la Chine, alors effectivement qui a créé un peu d'euphorie sur les marchés, et puis maintenant on est plus un petit peu dans une phase d'attente de voir effectivement quel impact cela va réellement avoir peut-être sur l'économie européenne. Comment est-ce qu'on regarde ça aujourd'hui, effectivement, cette réouverture du marché chinois, avec peut-être une crainte quand même en matière d'offres ou en matière de sur le sujet matières premières? C'est très compliqué en ce moment parce qu'il faut que la Chine reparte, mais pas trop. Oui, c'est voilà, c'est un peu le problème. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments statistiques. Pour être honnête, on a eu le nouvel an chinois au mois de janvier, donc c'était déjà, on sait que c'est pas les éléments, c'est pas à ce moment-là qu'on va savoir vraiment ce qui se passe dans l'économie chinoise. En plus, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malades en Chine. Il y a eu quand même une propagation de l'épidémie qui a été assez forte, donc il y a eu des arrêts maladie, enfin des gens qui se sont
arrêté de travailler, donc c'est pas non plus propice à un rebond. Ce qu'on sait par contre, c'est que les stocks sont très bas dans l'industrie, donc ça peut vraiment redémarrer très vite si la demande est là. On a eu quelques éléments, notamment le trafic aérien, les achats de smartphones. On a quelques statistiques haute fréquence en Chine qui étaient plutôt bien orientées. Donc ça montrait que le fait que les Chinois sont comme les autres, quand vous retirez les mesures sanitaires, ils consomment et ils retournent dans les magasins. Et voilà un peu où on en est. Voilà. Et là-dessus, donc on attend. Là-dessus, vous avez ceux qui sont très pessimistes, qui vous disent oui, mais regardez, structurellement, on a une population qui vieillit, on a le marché immobilier, on a une crise immobilière majeure. Donc finalement, ces Chinois qui ont épargné, ils vont garder leur épargne, ils ne vont pas consommer. C'est pas ce qui me semble le plus plausible non plus, parce que c'est quand même des éléments structurels et de long terme. Et puis, il y a ceux qui vous font le scénario, c'est l'explosion de la consommation, c'est ce qu'on a observé en Europe, on fait un copier-coller, mais à l'échelle chinoise, et là, on est sur des tensions qui vont apparaître. Ça peut être porteur pour... Tout est assez ouvert aujourd'hui. Moi, mon sentiment quand même, c'est qu'on va avoir vraiment des statistiques très fortes sur février, mars, avril. On va avoir, quoi qu'il arrive, un net rebond de l'économie. Alors, d'une part, pour des raisons purement optiques, on aura des bases de comparaison. Et je ne vois pas pourquoi les Chinois ne consommeraient pas d'un seul coup, surtout une partie de la population dans les villes qui ont été très, très durement affectées, très longtemps confinées, alors que ce n'est pas vrai dans les campagnes. Donc on va avoir au moins une classe moyenne qui va reprendre la consommation. Alors après, est-ce que c'est durable ? Là, je serais beaucoup plus prudent, mais je pense qu'on va avoir au moins optiquement une reprise très forte en Chine, et on va le voir dans les statistiques qui seront publiées en mars-avril, où on va vraiment commencer à mesurer véritablement ce redémarrage chinois, ce qui peut entraîner véritablement, alors c'est là où on sera bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est là où on sera sur des marchés qui pourraient réagir paradoxalement assez négativement, parce que je pense que ça va créer très très vite des tensions sur les cours des matières premières et surtout sur le pétrole, et ça va relancer le débat d'une part d'un risque énergétique, d'un impact sur l'inflation, même si ça réduira en tout cas largement le mouvement de désinflation, et donc je pense que ça peut être un petit élément paradoxalement baissier, même si je le reconnais, la réouverture de la Chine, c'est aussi une amélioration des chaînes d'approvisionnement, donc un aspect plutôt désinflationniste pour certaines activités. Mais attention, je pense que l'effet matières premières, l'effet énergie pourrait largement l'emporter en termes d'impact psychologique sur les marchés. Donc, je dirais que c'est paradoxal, mais pour moi, les marchés, c'est plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne. Pour faire le lien rapidement, Hervé Goulet-Decker, avec la saison des résultats qu'on connaît en ce moment, on a vu effectivement les bénéfices records publiés par Stellantis, l'ouverture de la Chine. Est-ce que ça peut porter nos entreprises industrielles françaises ou européennes sur cette année 2023 ? Moi, j'ai envie de répondre plutôt non. Plutôt non parce que la reprise, cette fois-ci, n'est pas une reprise classique en Chine. Une reprise classique en Chine, c'est du crédit, donc de la dette, c'est de l'investissement. Et qui dit crédit, dit politique économique proactive. Ce qu'on a aujourd'hui avec la réouverture, après le changement de pied en termes de politique sanitaire, on va avoir une consommation sans doute plus tirée par les services que par les marchandises. Du côté de l'endettement, on le voit bien, les autorités n'ont pas du tout envie de pousser au crime. Donc une politique économique moins proactive. Et je pense qu'en termes d'investissement des entreprises, on est quand même face à une économie chinoise qui est gérée de façon très différente. Je pense que ce que l'actionnaire, l'investisseur européen doit comprendre, c'est qu'on est de moins en moins face à des mécanismes de marché et de plus en plus face à des mécanismes étatiques. Donc en fait, la part de l'épargnant, la part des marchés là-dedans, elle est juste faible. Donc première réponse, non, l'économie chinoise, dans sa reprise, avec une discussion sur l'ampleur, ne va pas beaucoup tirer le reste du monde. Et moi, j'ai des doutes sur la capacité de la Chine de faire profiter, au travers des performances de ses marchés, l'actionnaire européen. Alexandre Baradez, très rapidement sur ce sujet, réouverture Chine, plutôt une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'économie européenne ? C'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que on voit que pour l'instant, ça démarre surtout sur la partie, effectivement, je suis d'accord avec Hervé, je pense que c'est vraiment la partie service qui va être boostée. Et pour la Chine, le moteur export reste encore, la demande intérieure n'est pas encore suffisamment montée en puissance pour dire, voilà, on se repose que là-dessus. Et au moment où on pourrait commencer à voir les effets des politiques monétaires aussi, c'est vrai qu'on a démarré l'année aux États-Unis avec des chiffres de ralentissement.
puis d'un seul coup des surprises emploi vente au détail, mais in fine, et ce qu'on voit par exemple sur l'immobilier, effectivement, le fait que les conditions financières soient un petit peu redurcies depuis quelques semaines, on voit à nouveau que le marché du crédit hypothécaire ralentit à nouveau. Donc il est possible qu'on passe d'un mauvais mois de janvier en termes de macro à une grosse surprise qui fait que les banques centrales deviennent plus hawkish. Ce fait d'être plus hawkish, ça ralentit du coup à nouveau les économies, et où là on commencerait à reparler à nouveau d'un peut-être un petit risque de récession ou S2, et la Chine qui dépend beaucoup pour son économie de ses exportations États-Unis et Europe, dans ce cas-là, effectivement, le boost serait effectivement pas forcément majeur. Mais après, ça reste... Oui, c'est vrai qu'il faut le voir dans les deux sens, pas seulement dans le sens comment est-ce que l'Europe en profiterait, bien sûr. Après, ça reste positif pour l'Europe, mais qu'est-ce qui n'a pas aussi déjà été joué dans le rallye? Le luxe, on prend souvent le luxe, c'est selon les valeurs, entre 30 et 45% de rebond depuis les premières phases de discours de réouverture. Donc, il me semble aussi, on a vu des résultats de Hermès et LVMH, et puis de boost derrière. Ça a été même Hermès, ça resté stable, même été vendu. Donc, l'hypothèse qu'il y a aussi une bonne partie déjà bien intégrée dans les prix sur la réouverture. Merci beaucoup Alexandre Baradez d'être venu sur le plateau de Smart Bourse, chef analyste chez IG. Merci également Hervé Gouletker, senior economic advisor chez Accuracy. Merci Christian Parizeau, président de Altair Economics. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, un marché à thème consacré au sujet de la préservation de la biodiversité dans ses placements ou investissements, un sujet qui revient sur le devant de la scène depuis la COP15 qui se tenait en fin d'année dernière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Yannick Waknin. Bonjour Yannick Waknin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable recherche ESG chez Société Générale CIB. On va essayer de comprendre ensemble donc, comment intégrer la préservation de la biodiversité, cette thématique finalement dans sa stratégie d'investissement. Peut-être qu'on peut commencer par un petit peu de définition. Quand on parle de préservation de la biodiversité, on sort du cadre ESG, environnement, social, gouvernance, pour rajouter finalement une approche un petit peu différente de l'impact des entreprises. Alors exactement, en fait, comment est-ce qu'on peut définir la biodiversité? C'est quelque part le capital naturel. Et donc, c'est aller un petit peu plus loin dans la chaîne de valeur, dans le cadre d'une analyse traditionnelle, et pas uniquement se poser la question d'un point de vue social, d'un point de vue gouvernance d'entreprise, mais aller peut-être un cran plus loin en questionnant notamment l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la production. D'accord. Et donc, c'est des choses qui n'étaient pas systématiquement abordées ou qui étaient relayées au niveau de la supply chain, niveau 3, 4, 5, je ne sais à quel niveau. Et là, aujourd'hui, avec la COP15 notamment, avec un certain nombre de constats qui ont été faits par les experts et sur lesquels il y a plutôt un consensus sur le fait qu'il y a une réelle dégradation de la biodiversité, on arrive à le mesurer. Et donc, ça, c'est peut-être un premier point quand on parle de la biodiversité. Il y a que ce soit d'un point de vue scientifique, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit un petit peu toutes les parties prenantes, il y a plutôt un consensus pour constater la dégradation de celle-ci. Et donc la question que se posent les investisseurs, c'est dans quelle mesure cette dégradation va affecter potentiellement le business model des entreprises qui en ont besoin, et quelque part elles ont quasiment toutes besoin à un moment ou à un autre de matières premières, bien sûr, justement pour la fabrication de leur production. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de le mesurer? Est-ce qu'on a suffisamment d'indicateurs? Et surtout, quelle direction prennent les réglementations notamment pour encadrer un petit peu toutes ces pratiques et toute cette utilisation? Est-ce que la COP15 a permis de donner des éléments de réponse justement à ces questionnements d'un point de vue financier? Alors oui et non. Oui, COP15, il faut savoir, il y a 188 pays autour de la table. Donc c'est très compliqué d'arriver à un consensus. Le consensus a été à plusieurs niveaux. S'accorder sur la protection d'à peu près 30% des espaces terrestres, 30% des espaces marins et la création d'un fonds d'à peu près 200 milliards d'euros à horizon 2030. Alors, on rappelle que cet accord a été comparé à l'accord de Paris en matière de climat. Donc c'est quand même un accord historique en matière de biodiversité. Un accord historique, mais avec un impact qui est un petit peu léger par rapport aux besoins de financement pour la protection de la biodiversité. On a dit 200 milliards à 2030, il faudrait entre 500 et 800 milliards par an au jour d'aujourd'hui pour préserver justement cette biodiversité. Donc on voit qu'il y a un certain écart et on voit aussi que la prise de conscience est différenciée en fonction du type de pays, de son exposition justement directe à la biodiversité et aussi peut-être d'un certain nombre de biais culturels qui vont impacter justement les mesures à prendre au niveau de chacun des États. Alors justement, quand on parle de mesures, est-ce qu'on peut en prendre au niveau des entreprises? Est-ce que c'est aux financiers d'en prendre ou est-ce que ça doit passer par un cadre réglementaire?
Les trois. D'accord, ouais. Alors, clairement, le fait d'avoir un cadre réglementaire va forcer les entreprises, notamment à être un petit peu plus transparents. Donc, à l'échelle française ou européenne, on peut parler de l'article 29, on peut parler de la SFDR. Donc, on s'attend à un petit peu plus de granularité, justement, sur l'impact ou la mesure d'impact des entreprises sur la biodiversité. Il y a un certain nombre d'initiatives de place en parallèle qui ont été lancées, la plupart sur les 3-5 dernières années, où on demande un petit peu plus de transparence. On peut parler du CDP Forest, du CDP Water, la TNFD et bien d'autres. Et donc, on va amener les sociétés à reporter un petit peu pour faire un premier bilan, une première analyse de l'exposition réelle par rapport à un certain nombre de matières et par rapport à un certain nombre de zones géographiques. Donc, la prise de conscience va arriver. On a vu des initiatives au niveau bancaire avec tout ce qui est Pledge for Biodiversity, où il y a un peu plus de 110 institutions financières aujourd'hui qui l'ont signé et qui s'engagent à travers leurs activités de financement, voire à travers certains produits d'investissement, d'aller promouvoir justement la transparence. Et ça, pour que le secteur privé, quelque part, lui aussi prenne sa part. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80-85% des initiatives de protection de biodiversité qui sont financées par les pouvoirs publics. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est tenable compte tenu du challenge qu'on a devant nous. Mais pour autant, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de quantifier une stratégie de préservation de la biodiversité comme, je ne sais pas, comme par exemple dans l'environnement, on est capable de compter le nombre d'émissions, l'émission à la tonne carbone par exemple? Alors, le chapeau est très large quand on parle de biodiversité. On va parler de changement climatique, on va parler de préservation des ressources, d'utilisation des ressources, de rationalisation des ressources. Et bien évidemment, en fonction de la zone et du type de ressources, les besoins vont être différents. Et donc, une même mesure n'aura pas le même impact dans une région du monde et dans une autre région du monde. Donc, il y a cette dimension qu'il va falloir ajouter. Et donc, c'est, on va dire, pas très compliqué, mais on commence à avoir des indicateurs, mais on n'a clairement pas toute la transparence dont on aurait besoin pour faire une évaluation pleine et entière. Il y a besoin d'un petit peu plus de maturité, et la maturité passera par le reporting et passera sans doute par quelques obligations légales d'un point de vue déclaratif. Pour autant, aujourd'hui, on peut concevoir, créer, imaginer des fonds dédiés à la préservation de la biodiversité, si je parle d'un point de vue financier? Alors, il y en a un certain nombre qui existent déjà, qui ont été mis en place. Alors, non pas que tout le monde s'estime ravi de la qualité, de la quantité d'informations, mais ne serait-ce que pour démarrer le mouvement. Donc, pour ce faire et pour procéder à une sélection de valeurs, on va utiliser notamment les SDGs, les 14, les 15, etc., qui font directement référence à la biodiversité. Et ça peut être un des critères de sélection ou de discrimination des valeurs. On va prendre d'autres mesures, alors plus spécifiques à la biodiversité, Mean Species Average par exemple, qui va essayer de mesurer, calculer une sorte d'index d'impact de biodiversité des activités. Alors, il y a plein d'autres outils qui sont en train d'être mis en place, dont certains plutôt innovants. On va prendre des images satellites, on va regarder un petit peu par zone géographique, quelle est la footprint des usines, d'une entreprise, etc. Donc, beaucoup de choses sont en train de se développer, mais d'un point de vue maturité, il y a sans doute encore un petit peu de progrès à faire. Il y a une appétence particulière pour cette thématique aujourd'hui, côté épargnant, côté investisseur institutionnel. On en est au début, comme vous le dites, pour la création des fonds, ou on sent qu'il y a une demande Alors, il y a eu plusieurs ondes de choc avec des initiatives de l'ONU, des initiatives des PRI, avec les COP, etc. Bien sûr, ouais. Donc, je pense que la prise de conscience existe. Elle est gérée notamment sur certaines classes d'actifs, parce qu'on arrive quand même à identifier quels sont à minima les pays ou les zones géographiques qui sont les plus en danger par rapport à la biodiversité. Donc, ça peut donner lieu à des types d'investissements spécifiques. D'accord. Si on parle du marché action, il y a de l'appétit. Il y a beaucoup d'investigations de la part des investisseurs, on les rencontre, nous, au quotidien, qui nous disent on a un intérêt, mais comment est-ce qu'on mesure ? Et comment est-ce qu'on aboutit à une mesure qui soit opposable à l'émetteur, qui lui-même nous dit avoir du mal à calculer sa propre empreinte ? D'accord, oui, donc il y a ce sujet, effectivement, d'aller quantifier ensuite la stratégie en question des entreprises. Exactement, mais un petit peu comme tout, ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai commencé sur l'ESG, il y avait très peu d'indicateurs à l'époque, et on a fait des progrès. Vous mentionnez les émissions de CO2, on a un niveau de granularité qu'on n'aurait même pas pu espérer il y a 10 ou 15 ans de ça. Donc il n'y a pas de raison que sur la biodiversité, on n'avance pas aussi, et quelque part, on aura bouclé la boucle.
boucle, puisqu'on sera parti de la matière première jusqu'à l'emballage du produit et la commercialisation des produits. Donc on aura vraiment traité potentiellement toute la chaîne de valeur. Oui, parce que dans le sujet biodiversité, on trouve par exemple des sujets d'émissions de plastique ou d'emballage qu'on ne trouve pas dans les quantifications ESG actuelles. Alors tout dépend comment on mesure, hein. Il n'y a pas une définition commune de l'ESG, mais on peut dire que la biodiversité, ça pourrait être un petit peu la dénomination chapeau de toutes les sous-thématiques ESG, que ce soit l'exploitation des ressources, que ce soit le changement climatique, que ce soit la pollution, etc. Tout ça peut se rattacher d'une manière ou d'une autre à la biodiversité. Si je vous repose la question centrale, Yannick Waknin, comment intégrer la préservation de la biodiversité dans sa stratégie d'investissement du coup ? Alors, il y a plusieurs approche. Il y a déjà, d'un point de vue macro, comprendre qu'est-ce qu'on entend par la biodiversité. Ça, c'est l'étape numéro 1. Il y a ensuite regarder d'un point de vue pays, quels sont les pays et éventuellement les ressources les plus à risque. Essayer de se poser la question des secteurs d'activité qui ont des besoins importants ou grandissants ou on peut anticiper une certaine raréfaction de la ressource. Si je dois rebondir sur l'actualité, la ressource, ça peut être tout simplement l'eau. On voit qu'il n'a pas plu depuis un certain nombre de semaines en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un impact sur l'agriculture, il y aura sans doute des phénomènes de sécheresse, etc. etc. Mais ça, c'est un très bon exemple, l'eau, parce que c'est pas plus d'investissements dans un secteur qui vont amener plus d'eau, par exemple, dans l'activité économique. Donc, comment est-ce qu'on intègre ? Mais c'est une meilleure gestion. 70% de l'eau potable, aujourd'hui, est utilisée à des fins d'agriculture. Et on est parti du principe qu'à partir du moment où on parlait d'un capital naturel, c'était renouvelable à l'infini et c'était quasiment gratuit. En fait, non. Il y a un coût à la ressource qui n'est peut-être pas le bon utilisé au jour d'aujourd'hui. Et même si on est dans des zones tempérées, même si, a priori, l'accès à l'eau ne devrait pas être un sujet, il devient un sujet et donc il va peut-être falloir réformer un certain nombre de techniques, notamment d'un point de vue innovation, d'un point de vue irrigation. On voit qu'il y a des pratiques qui existent dans certains pays qui sont plus contraints à travers l'accès à la ressource. Et il va peut-être penser à falloir les développer. Donc d'un point de vue stratégie d'investissement, essayer de se focaliser sur les innovations liées à la biodiversité, peut-être clairement une thématique porteur. Pour diminuer au maximum l'impact de l'activité d'une entreprise sur la biodiversité ou sur son environnement. Exactement. Bon, et on peut le faire via donc des entreprises directement, via des fonds. Comment est-ce qu'on met en place cette stratégie ? Alors, il faut identifier les besoins, il faut identifier les zones, il faut identifier un petit peu les technologies, la transférabilité des technologies. Alors, ça peut se faire au sein d'une entreprise, un groupe qui a une empreinte, on va dire, un petit peu globale et qui va partager les bonnes pratiques de ci, de là, ou ça peut être en allant faire l'acquisition de certaines technologies, qu'elles soient agricoles ou autres, pour réutiliser les eaux usées, faire du goutte à goutte, etc. Tout ça pour utiliser moins de matières premières. En fait, l'objet, c'est de réduire la quantité pour assurer la pérennité et la qualité dans le temps. Si aujourd'hui, vous avez besoin de cacao pour faire des produits dans le secteur alimentaire, assurez-vous que la production sera durable dans le temps, en quantité, éventuellement aller certifier des filières. Ça peut être une des manières, justement, de pérenniser l'accès à la ressource. Merci beaucoup, Yannick Waknin, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Société Générale CIB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Bismart en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.